Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous accueillir dans le cadre de ce webinaire Engrais, relocalisation de la production alimentaire et verdissement de l'agriculture. Alors, je vais avoir le plaisir d'en débattre avec Céline Duroc. Bonjour Céline. Bonjour. Vous êtes directrice générale de l'Association générale des producteurs de maïs, la GPM. Jérémy De Serle, bonjour. Bonjour. Jérémy De Serle, vous êtes député européen et agriculteur. Je tiens à le rappeler, vous avez eu différentes fonctions professionnelles auparavant. Et Nicolas Broutin, président de Yara France. Bonjour Nicolas. Bonjour à toutes et à tous. La première thématique que l'on va traiter à fond, pourquoi une telle flambée des prix des engrais azotés? Nicolas, on ne va pas y aller par quatre chemins. Comment vous expliquez la hausse du prix des engrais, x2, x3 en un an? Concrètement, pourquoi et est-ce que c'est valable pour tous les engrais? Alors, il s'agit d'un déséquilibre entre l'offre et la demande, tout bêtement, et ce déséquilibre entre l'offre et la demande se joue au niveau mondial. Il a une répercussion directe en France, puisque la France, de toute façon, importe 70% aujourd'hui de ces engrais, par exemple azotés. Le déséquilibre entre offre et demande, comment on peut l'expliquer? Chez Yara, on a constaté sur le premier semestre 2021 un moindre fonctionnement, une moindre production de l'urée, qui est le premier engrais azoté simple dans le monde. Il y a à peu près une baisse de production de l'ordre de 5% par rapport au premier semestre 2020, donc une offre dégradée. Une demande plus forte parce que il y a une ambiance de rebond économique. Il y a également une croissance naturelle de ce marché qui est de l'ordre de 2 à 3%, puisque la planète grandit, on a besoin de nourrir plus de monde, et en plus on observe un changement des régimes alimentaires qui appelle également beaucoup plus de production. Donc ça, c'est sur les éléments fondamentaux sur l'offre et sur la demande. Il faut ajouter un problème spécifique à l'Europe, qui est la question du prix du gaz. Je pense que tout le monde, ça n'a échappé à personne, qui a conduit une partie de la production européenne à être stoppée un peu plus tôt au mois d'octobre. Donc voilà les grands éléments macro. Aujourd'hui, on voit toujours pas de baisse à l'horizon, c'est-à-dire que le marché est toujours dans une phase plutôt de consolidation. Et par contre, ce qu'on observe ces derniers temps, ce sont aussi des mécanismes de limitation à l'exportation. Et je vous donne un chiffre, sur les 10 premiers exportateurs d'urée dans le monde, 4 aujourd'hui ont des mesures de quotas d'export. C'est la Chine qui bloque l'ensemble de ses exportations jusqu'à fin juin 2022. C'est la Russie qui vient d'annoncer un plafonnement à peu près 6 millions de tonnes de ses exportations d'azote. C'est l'Égypte qui met en place, pareil, un maximum de 65% qui doit être alloué à l'approvisionnement du marché domestique. Donc tous ces phénomènes-là continuent à entretenir une très forte fermeté sur le marché. Ça ne concerne que l'urée? Non, alors enfin, on a vu. Alors, l'urée, c'est le premier engrais azoté qui est produit dans le monde. Donc c'est vrai que c'est ce qu'on appelle le marché directeur. Il a une influence très forte. L'urée est un produit qui est utilisé en France, qui est utilisé en Europe, mais bien sûr, l'ensemble du mix produit est lié de toute façon, puisque la molécule de départ reste plus ou moins la même, c'est l'azote. Donc la substituabilité entre formes est extrêmement simple. Donc ça touche l'urée, ça touche les autres produits azotés, mais ça touche aussi le phosphore, la potasse, pour des raisons qui peuvent être aussi liées à un déficit d'offres. Sur la potasse, on a le cas de la Biélorussie, avec les sanctions qui sont en cours envers le pays. Donc ça veut dire aussi que ces matières premières qui sont des matières d'énergie, l'azote est très lié au gaz, qui sont des minerais, sont aussi très très influencés par des événements géopolitiques, et je pense que c'est une dimension qui pèse aussi beaucoup actuellement. Vous dites que ça continue à monter, est-ce que ça peut aller vraiment beaucoup plus haut? Est-ce qu'il y a une limite? La limite, c'est finalement l'acceptabilité ou le point technico-économique où on a la rupture entre ce qui va être produit et le prix des productions qui sont touchées par les agriculteurs et cet investissement en intrants. On arrive à une certaine limite, clairement. Enfin, pour vous donner quelques chiffres, pour vous donner l'ampleur des ordres de grandeur, urée, départ Égypte, septembre 2020, c'est $250. Septembre 2021, c'est $450. Et aujourd'hui, on parle plutôt de 1000. Donc, c'est-à-dire qu'on est sur des niveaux de prix qui sont de l'ordre de 1000 € la tonne. 1000 € la tonne
sur les exploitations agricoles. Donc évidemment, le point technico-économique d'équilibre devient tout à fait questionnable. Il y a ce qu'on appelle une destruction de demande qui peut bien sûr s'observer, c'est-à-dire les agriculteurs vont tout simplement aussi chercher peut-être à mettre en place des cultures qui sont moins consommatrices d'azote. Cependant, on a vu les chiffres des semis de blé, on a les chiffres des semis de colza. Les semis de colza sont en forte augmentation, les semis de blé sont plutôt stables. Donc ça veut dire qu'en perspective printemps 2022, on est quand même sur une sole qui, à mon avis, atteste d'une stabilité de consommation d'azote en France. Troisième question fondamentale, est-ce qu'on risque une pénurie? Alors, j'ai jamais vraiment cru à ce scénario. On est sur des commodités. Alors, il est vrai qu'il y a une dimension de problématique de transport, transport maritime, transport terrestre en France. C'est très compliqué d'acheminer des produits actuellement. C'est valable pour plein de secteurs. Néanmoins, on reste sur des commodités où on peut très vite rattraper des écarts de marché qui sont de l'ordre de 10 à 15%. Je pense qu'aujourd'hui, on est à peine à cette valeur. La campagne française se déroule en 3 grandes phases. Il y a une campagne, il y a une première campagne d'achat de ce qu'on appelle la morte saison en juin, juillet, par les agriculteurs notamment, qui réceptionnent du produit dans leur ferme. Cette phase-là a été un peu moins active cette année. Et ce qui fait que quand on a vu les prix continuer à monter, il y a un rattrapage qui s'est effectué dans le courant du mois d'octobre, première phase. Aujourd'hui, il reste quelques difficultés sur des produits notamment d'importation, encore une fois notamment en lien avec la Biélorussie, mais je ne pense pas à une pénurie parce qu'en réalité, on peut rattraper très très vite des écarts sur nos marchés. Bon, les fondamentaux sont posés. Céline, vous représentez les producteurs. On fait comment? Voilà une bonne question. On fait comment? Déjà, on s'inquiète, je dirais, de l'impact économique de tout ça. On est dans une situation où, effectivement, Nicolas Boutin l'a souligné, les prix de l'azote ont fortement augmenté. On est sur des x2, x3. Donc, effectivement, au niveau des charges pour les agriculteurs, forcément, l'impact est fort, surtout que le poste azote est déjà en soi. Là, je vais parler pour le maïs, est déjà un poste qui pèse lourd, puisqu'on est sur hors séchage. J'en dirai 2 mots parce que les liens liés, tout ce qui est lié à l'énergie, du coup, tout ça va dans le même sens. Mais hors séchage, on est entre 35 et 40% du total des charges opérationnelles. Donc c'est vrai qu'on a une inquiétude forte sur l'économie générale du système, mais ça c'est pas propre au maïs. Et quand on regarde globalement la fertilisation, l'azote c'est 3/4 de la charge de fertilisation. Donc c'est vrai que cette situation de hausse du prix de l'azote va impacter fortement l'équilibre économique des productions, mais de l'ensemble des productions. Pour la production de maïs, spécifiquement, et Nicolas Boutin l'a dit, là on se projette sur les assolements du printemps, puisque le maïs, on l'a à peine récolté, encore, certains sont encore en train de s'embêter un peu sur la fin de la campagne. Alors, 2 choses, on a toujours l'espoir que ça baisse. Bon, les tensions globales sur la demande, les tensions globales sur la géopolitique, les signaux sont quand même pas tout à fait favorables, même si globalement on voit que les choses évoluent très vite. On le voit avec la crise sanitaire en particulier, donc on ne peut pas projeter exactement ce qui se passera, mais effectivement sur le printemps on envisage quand même une difficulté au niveau des prix. Et ça a été à peine suggéré par Nicolas, mais la problématique finalement pour nous, c'est une pénurie potentielle. C'est pas une pénurie physique de matières premières, commodités, ça a été dit,
on trouve toujours plus ou moins une solution. Et surtout qu'on a des solutions de repli sur les formes d'azote. Enfin, voilà. Mais en revanche, on a des vraies difficultés logistiques. Et là, je vais faire le lien avec ce qui s'est passé cet automne sur le séchage en maïs, parce que là, pour le coup, on a eu, je dirais, une forme de crash test. Le prix du gaz augmentant, on est un petit peu dans la même situation. Des tensions avec une demande qui converge à la même période, en l'occurrence séchage de maïs et augmentation du prix du gaz qui fait que l'ensemble des utilisateurs de gaz voulaient se réalimenter. En particulier, on peut penser aux consommateurs pour le séchage, pour le chauffage en hiver, fait qu'en fait, on a eu une pression très très forte sur la demande et on n'a pas été en capacité d'organiser la logistique, donc l'arrivée à destination du gaz chez les opérateurs, que ce soit les agriculteurs ou les coopératives et négoces sécheurs de maïs. Donc on a une vraie inquiétude sur la capacité finalement à organiser la disponibilité réelle des engrais dans l'ensemble des exploitations en fonction de leurs besoins au printemps. Et d'ores et déjà, ça a été dit, hein, les livraisons ont pu prendre du retard ou être plus interrogées sur la disponibilité. Donc la pénurie, pour nous, l'inquiétude est plutôt sur la logistique. Et donc là, je dirais qu'on se mobilise pour essayer de faire en sorte que les camions puissent rouler tout le temps, à flux tendu. C'est très compliqué la logistique, hein. Mais effectivement, on a besoin de fluidifier tout ça. Et puis le deuxième point, c'est travailler sur les prix. On y reviendra peut-être tout à l'heure dans un deuxième temps, mais on a du travail là-dessus aussi. Et on reviendra aussi sur cette affaire de logistique, justement, et de pénurie potentielle. On va laisser la parole à Jérémy. Jérémy, au niveau européen, vous avez un regard européen? Tous les pays sont à la même échelle? Bien, merci déjà de me permettre de participer à cet échange. Et pour répondre à ta première question, oui, tous les pays sont touchés de différentes manières, ou à des niveaux différents. Par contre, et je pense que c'est là que réside la part la plus importante de notre travail, c'est que pour l'instant, c'est pas un sujet européen. Je m'explique. À part en commission de l'agriculture au Parlement européen, on n'en parle pas. Enfin, on n'en parle pas. Je veux dire, c'est pas un sujet qui anime le Parlement européen ou la Commission européenne. Alors, bien sûr, quand on est dans les sphères agricoles et dans les réunions où on parle d'alimentation et d'agriculture, ce sont des choses qui inquiètent, qui interrogent. Mais voilà. Et donc, pour qu'on puisse notamment répondre à ce que vient de dire Céline très justement, assurer les questions autour de la fluidité, en tout cas ne pas freiner les possibilités qu'on doit donner au secteur, eh bien il faut qu'on en parle un peu plus haut et il faut que ça devienne un sujet un peu plus prégnant. Voilà, au milieu de tout le reste des problématiques. Et il faut aussi, on y reviendra sans doute tout à l'heure, mais il faut aussi qu'on en fasse un sujet géostratégique, géopolitique, parce que c'est ce qui nous permettra justement de rentrer dans la danse et du coup de permettre aussi d'assurer au secteur et notamment aux producteurs des moyens et des outils pour faire face à cette crise. Donc voilà, je pense qu'il y a encore un peu de boulot pour qu'à la fois la profession, mais nous autres aussi élus, alors moi je n'oublie jamais d'en parler, mais je veux dire voilà qu'on puisse vraiment être collectivement à la manœuvre pour que ce soit un sujet, mais pas qu'on le traite non plus de manière trop extrémiste, j'allais dire. Voilà, il faut qu'on puisse être cohérent. Et pour information, on a quand même dans chaque groupe politique des interlocuteurs un peu spécifiques. En ce qui concerne le groupe Renew auquel j'appartiens, c'est Martin Lavacek, un député tchèque justement, qui s'occupe de ce dossier-là, donc avec qui on a de nombreux échanges. Alors, Céline, je reviens vers vous. Si on met de l'engrais, c'est pour produire, ça on le sait, il y a une corrélation. Ça veut dire que si on ne peut pas acheter de l'engrais ou si on n'en a pas assez, ça veut dire qu'on risque de moins produire. Et si on risque de moins produire, on risque peut-être de moins manger. Est-ce que la question se pose en ces termes?
Ah bah forcément, forcément, hein, elle se pose. Alors peut-être là de façon un peu caricaturale pour autant, mais oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un peu comme l'eau, hein, sans eau, pas de vie, bah, sans azote, pas ou peu de production. Alors il y a deux enjeux. Sur l'azote, il y a un enjeu de quantité de production, et c'est d'ailleurs un des points qui nous inquiète dans le cadre du Green Deal et dans la stratégie Farm to Fork, hein, avec l'affichage très volontariste de la Commission sur la réduction de l'utilisation des intrants, produits phytosanitaires d'une part, mais engrais d'autre part. Réduire les engrais, ça veut dire potentiellement produire moins. Et c'est d'ailleurs ce que démontrent toutes les analyses d'impact sur Farm to Fork, hein, avec globalement à l'échelle européenne, je dirais, une perte de production entre 10 et 15%. Donc oui, il y a une inquiétude sur la capacité à produire, mais il y a aussi des inquiétudes sur la qualité. C'est-à-dire que si on a moins d'azote, la qualité en termes de protéines, alors là je vais parler plutôt pour mes collègues du blé qui sont pas autour de la table, mais on est concerné globalement dans les céréales. En maïs, on a aussi besoin d'azote pour faire de la protéine de toute façon. Voilà, sans azote, pas de protéines ou moins de protéines. Donc oui, faire autant avec moins. Alors il y a une solution, je dirais le maïs le fait très bien, c'est justement de chercher à produire plus. Plus on produit, mieux on utilise la machine. Et on voit que globalement, l'optimisation de l'azote, elle se fait dans les hauts rendements. C'est-à-dire que plus on fait des rendements élevés, moins on a besoin d'azote à l'unité produite. Donc, plutôt que de nous contraindre à la production, on aurait plutôt intérêt à nous amener vers une meilleure ou plus de production. Ceci étant dit, quand on n'a pas d'azote, on n'a pas d'azote. Donc là, la question pour le printemps qui est devant nous, en termes de pratiques culturelles pour le maïs, c'est effectivement, de s'assurer qu'on ait de l'azote le plus possible, le mieux possible, et de l'utiliser le mieux possible. Et c'est vrai que, évidemment, que les pratiques agricoles, on peut toujours les améliorer de ce point de vue-là, même si on a déjà beaucoup d'efforts qui ont été faits chez les agriculteurs depuis pas mal d'années sur la meilleure utilisation, l'optimisation de l'utilisation de l'azote. Autre question qu'on peut se poser, un peu simple, un peu fondamentale, mais néanmoins il faut se la poser. Tous les pays ne sont peut-être pas logés à la même enseigne. Est-ce que nos compétiteurs, les Russes par exemple, ont un prix de l'engrais aussi élevé? Est-ce que ça va jouer sur notre compétitivité de production? Est-ce qu'on ne va pas encore produire plus cher notre blé, notre maïs par rapport à nos concurrents russes par exemple? Nicolas. Ah bah là on est sur des, quand on parle de la Chine, quand on parle de la Russie, on est sur des systèmes où les prix payés sont régulés, d'accord? Donc c'est le cas en Inde, beaucoup, c'est le cas en Chine. L'Inde et la Chine ensemble représentent 50% de la consommation d'azote mondiale. Donc évidemment, il y a un enjeu énorme autour de l'alimentation et autour de la sécurité alimentaire. C'est pour ça d'ailleurs qu'on voit des mécanismes de blocage d'export. C'est pour ça que ces marchés sont extrêmement régulés. Et effectivement, c'est le cas aussi dans certains pays. Tout à l'heure, je vous citais l'Égypte. Si l'Égypte fixe un pourcentage que les producteurs locaux sont obligés de livrer sur le marché local, c'est précisément en fait pour s'assurer la livraison sur le marché domestique et aussi pour réguler les prix. Donc aujourd'hui, par exemple, si on prend le cas de la Chine, le prix des engrais baisse, puisque les exportateurs ne peuvent plus exporter. Ça pose une sacrée question, ça. Alors, je rappelle à tout le monde que vous pouvez poser vos questions justement directement sur le chat. On va y répondre juste après. Et puis aussi, si vous le souhaitez, en vous signalant avec la petite main, puisqu'on va attaquer notre partie séquence questions-réponses. Mais une toute dernière question pour Jérémy. Ces questions sont fondamentales. Est-ce que le législateur européen national, le politicien ne doit pas s'en emparer car le risque est plus qu'important? Mais le risque est important parce qu'aujourd'hui, contrairement à l'Europe, les autres puissances agricoles définissent une stratégie. Tout à l'heure, Céline a parlé de la stratégie Farm to Fork. Moi, je dis depuis le début que déjà, on appelle ça stratégie alors qu'il n'y a pas véritablement de feuille de route. On a fixé un certain nombre d'objectifs. En plus, comme c'est repris
et politiquement, donc on a tous une part de responsabilité, enfin moi j'ai sans doute la mienne aussi, mais et politiquement et médiatiquement, ce que l'on retient de la stratégie alimentaire européenne, c'est simplement la réduction des pesticides, les 25% de bio supplémentaires et de surface en bio supplémentaire et les 10% de surface réservée pour la biodiversité. On ne retient que ça, ou quasiment que ça. Sauf que ce qu'il y a dans Farm to Fork, c'est un peu plus complet. Il y a quand même plus de choses, mais sur lesquelles, effectivement, on ne s'arrête pas. Et donc, ce que je veux dire, c'est que si on résume la stratégie alimentaire et quelque part un petit peu agricole de l'Europe à des simples réductions ou augmentations de production sur des sujets environnementaux, on n'y arrivera pas. Il faut qu'on lie l'économique, ce que font la Russie, le Brésil, les États-Unis. Ils ont une stratégie aussi économique derrière leur alimentation et leur agriculture. Donc, politiquement, oui, au niveau européen, au niveau national, on doit vraiment se donner les moyens d'avoir une vision stratégique et économique. Et donc, pour l'instant, on a juste fixé des objectifs sans forcément offrir des moyens. Mais juste quand même, c'est pas pour voilà, être naïf ou quoi que ce soit, mais je pense qu'il faut aussi relativiser. Il y a pour l'instant rien de législatif dans la stratégie Farm to Fork. Et il ne faut pas sous-estimer ça. Bien sûr, vous allez me dire, bah oui, mais il y a déjà des objectifs, il y a déjà ceci. Oui, mais tant qu'on n'a pas légiféré, ça veut dire qu'on a quand même le temps de repasser un certain nombre de messages. Et encore une fois, si collectivement on est un peu adroit, eh ben je pense qu'on peut redresser la barre et redonner un sens un peu plus pertinent et du coup politique à tout ça. Delphine, est-ce qu'il y a des questions? Première série de questions-réponses avec les personnes qui nous écoutent. Oui, tout à fait, Jean-Paul. Alors, nous en avons déjà 4. Les 2 premières, peut-être plus spécifiquement, sur le sujet des plus gros exportateurs d'engrais azotés. On a noté la Chine, la Russie, l'Égypte. Quel est le 4e, Nicolas? Ça dépend. Alors ça dépend. Là, vous avez cité effectivement les 3 premiers qui sont toujours le trio. Je mets toujours le trio de tête. Ensuite, ça dépend des différentes politiques. La Chine, simplement pour vous donner les ordres d'idées, hein, la Chine exporte entre quelque chose de l'ordre de 10 millions de tonnes sur un marché qui représente en échange duré à peu près 40 millions de tonnes. Donc c'est quand même le producteur qui essentiellement fait la pluie et le beau temps. C'est ce qu'on a dans le trio de tête. Ensuite, les exportateurs sont des pays qui ont du gaz. C'est-à-dire que ce sont des pays qui valorisent le gaz en le transformant en engrais. Les États-Unis ont beaucoup musclé leur industrie des engrais puisqu'ils ont eu accès à un gaz par l'intermédiaire du shale gas. Il y a des pays d'Amérique latine qui sont présents sur ces marchés d'export. Et puis, il y a des pays asiatiques comme l'Indonésie, par exemple, qui sont des très forts exportateurs. Je n'ai pas cité, hein, j'ai parlé de l'Égypte en Afrique du Nord, mais bien sûr, les pays du Moyen-Orient qui disposent de gaz sont de grands exportateurs du rail. Merci. Deuxième question. Alors là, concernant la stratégie Farm to Fork, Jérémy, la question concerne, cette stratégie vise à réduire les fuites de nutriments dans le milieu, entre parenthèses de 50%, et non à réduire l'usage d'azote. C'est bien ça? Encore une fois, je redis, effectivement, ce qui est aujourd'hui dans la stratégie Farm to Fork, dans la stratégie Farm to Fork, excusez-moi de l'appeler comme ça, mais c'est comme ça que tout le monde l'appelle. Ce qu'il y a dans Farm to Fork, on parle de réduction de 50% des pesticides. Voilà, il y a techniquement rien de vraiment creusé et de définitif. Et c'est pour ça justement que on doit les politiques et puis aussi les acteurs de la profession, doivent donner quelque chose de plus sensé. Mais aujourd'hui, c'est comme ça que c'est écrit, quoi. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on attaque. Si.
Alors, Il y en a encore deux. En Europe, quelle est la balance entre production et consommation d'azote pour un usage agricole? Une action politique était-elle possible? Alors, je ne connais pas par cœur les chiffres européens, par contre, je connais bien les chiffres français. En France, quand on parle d'azote, on a 30% qui est produit en France, 30% qui est importé de l'Union européenne et 30% qui est importé du reste du monde. Les deux formes qui sont notamment importées du reste du monde, ce sont la solution azotée et l'urée, avec les différents producteurs, les différents pays que je vous ai cités auparavant. L'importation qui vient de l'Union européenne est plutôt une importation sous forme nitrate et la production française est sous forme nitrate. Alors, Je peux une dernière question. donner juste une précision, c'est que finalement la feuille de route Farm to Fork, elle équivaut à essayer de réduire les pertes de nutriments, si on raisonne en perte de nutriments, de 20%. C'est-à-dire que quand on parle d'engrais, c'est ça la feuille de route, réduire de 20% les pertes d'azote. Peut-être une dernière question, Jean-Paul, pour Céline. Les tensions sur l'azote sont-elles de nature à renforcer la gestion à l'échelle des exploitations? Autrement dit, y a-t-il des marges de progrès et si oui, de quel ordre? Alors, sur les exploitations agricoles, alors, par principe, oui, il y a toujours des marges de progrès. Enfin, voilà, on ne va pas dire qu'il n'y en a pas, mais objectivement, les agriculteurs, accompagnés par leurs instituts techniques et tout le réseau de développement, ont déjà beaucoup travaillé finalement la question de l'azote, justement liée à la pression sur les fuites de nitrates, et en particulier en travaillant sur le fractionnement. Comme je le disais tout à l'heure, l'optimisation de l'utilisation de l'azote, en fait, elle passe par la production, la productivité, et c'est-à-dire que si on atteint nos objectifs initiaux en termes de rendement, on n'a pas ou peu de fuite d'azote. Donc, en fait, la question du travail sur les bilans azotés, c'est un travail qui s'est beaucoup développé. Les obligations dans les zones avec les plans nitrates, donc voilà, les informations ont circulé auprès des agriculteurs. Donc, les marges de progrès ont été faites. Là où on peut avoir encore des progrès, c'est sur l'expression en fait du potentiel des exploitants. C'est-à-dire que si sur une parcelle on a prévu de faire, je vais dire en maïs 100 quintaux pour dire quelque chose d'à peu près réaliste, mais que on a un aléa climatique ou une contrainte liée à l'incapacité à protéger la plante et que au final on fait que 60 ou 70 quintaux. Eh ben, évidemment qu'on aura mis, par rapport au potentiel initial, trop d'azote. Donc, finalement, c'est la gestion tout au long de la conduite culturale avec l'atteinte des objectifs de potentiel des parcelles, et c'est vrai pour toutes les cultures, pas spécifiquement pour le maïs. Donc, en fait, si on veut faire des efforts, on a intérêt à protéger les cultures. Je me permets de rejoindre totalement Céline sur ce point, c'est-à-dire que le mot productivité n'est pas un vilain mot. Chez Yara, on pense qu'il vaut mieux utiliser le mieux possible les terres existantes. Donc ça veut dire productivité, c'est pas tabou. Et je rebondis sur les 20% que j'évoquais, en utilisant la bonne forme d'azote et en mettant en place les outils de pilotage, on gagne des 20% sur ce qu'on appelle le coefficient d'utilisation de l'azote, enfin sur le NUE en anglais. Donc avec la bonne forme et les bons outils, on sait déjà faire des miracles. Alors, c'est la transition, justement, en ayant les temps pour la seconde partie, où on va s'intéresser un peu à comment s'en sortir, quels enseignements en tirer et comment faire globalement. Mais je voudrais quand même revenir, Céline, sur un point que vous avez évoqué. Vous avez parlé de pénurie potentielle, enfin de problèmes de logistique qui pouvaient au final se traduire par une pénurie liée justement à ce problème de logistique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer clairement de quoi il s'agit ? Oui, alors la difficulté à laquelle on est confronté, c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à la pénurie qu'on a connue sur le gaz. C'est-à-dire qu'à un moment, on peut avoir la matière première, mais si la matière première elle n'est pas à l'endroit où on doit l'utiliser, c'est équivalent à une pénurie, enfin, tout simplement. Donc c'est assez simpliste comme raisonnement, mais c'est la difficulté à laquelle on est confronté parce que la demande elle est en augmentation partout, les prix
sont très élevés, donc ça fait un appel complémentaire, tout le monde essaye de se couvrir à peu près au même moment. Les besoins dans les exploitations, ils sont à peu près pour tout le monde au même moment, malgré tout, même s'il y a quelques écarts d'une région à une autre. Donc on a une espèce de goulot d'étranglement qui se traduit au moment de la livraison. Et pour faire de la livraison, il n'y a pas 50 façons de faire pour l'azote, il faut des camions. Et ça, c'est vraiment une grande difficulté à laquelle on est confronté sur la logistique. Mais ça, on l'a découvert au moment du Covid de façon très criante. On a besoin pour que notre pays fonctionne, mais quelles que soient les marchandises qui circulent, et l'azote n'y fait pas exception, on a besoin d'avoir des camions qui circulent, qui vont d'un point A à un point B. Et ben, malheureusement, pour aller d'un point A à un point B et qu'économiquement ça vaille le coup, il faut aussi qu'on ait quelque chose qui revienne du point B au point A. Enfin voilà, donc il y a des sujets logistiques qui ne sont pas simples à lever. Et il y a un deuxième sujet qui nous tient à cœur quand même, qui est celui du prix de l'azote. Et là, je ne vais peut-être pas faire plaisir tout à fait à Nicolas, mais c'est vrai qu'on a, de notre point de vue, pour fluidifier le marché, il y a aussi des éléments qui sont liés à la structuration prix du marché. Et qu'aujourd'hui, et ça a été très bien dit, on est loin d'être autosuffisant en azote. Donc pour que l'azote rentre sur le marché, bah, il faut fluidifier tout ça et que de notre point de vue, et on a engagé pour ça des démarches avec d'autres acteurs, et en particulier, je pense au COPA au niveau européen et à la GPB au niveau français, des demandes sur la levée des taxes anti-dumping, voire même la levée des droits de douane, qui sont deux sujets qui effectivement pèsent sur le prix de l'azote à l'importation. Et bon, la Commission a annoncé une enquête sur la levée des droits anti-dumping. Alors, on espère que l'enquête ne soit pas trop longue pour que tout ça n'arrive pas trop tard en termes de résultats, mais il y a aussi cette dimension prix pour fluidifier le marché. Nicolas, je vous laisse répondre après sur la notion du prix, mais je voudrais aller un petit peu plus loin. D'après ce que vous dites là, je vais dire 3 mots. Il y a, par rapport à la logistique et les problèmes de pénurie, c'est désorganisation le mot où il faudrait améliorer l'organisation. C'est rétention ou spéculation le problème? C'est à moi que vous posez la question, Jean-Paul? Tout à fait. Je poserai aussi aux autres. Les 3 mots, vous choisissez? Alors, je pense pas que ça soit de la désorganisation. On est vraiment dans un marché tendu et complexe. Je ne peux pas me positionner par rapport aux acteurs du marché. J'espère que ce n'est pas de la rétention pour faire monter les prix. On a quelques indications sur le marché général et les questions qui dépassent le marché strictement français. Donc, il y a quand même, faut quand même regarder dans quel contexte on est. Après, je laisse la responsabilité aux acteurs sur ces marchés-là. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on n'a peut-être pas en France une organisation logistique à la hauteur du besoin, ça c'est sûr. Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'on n'a pas assez de camions, je ne sais pas si c'est parce qu'on n'a pas assez de chauffeurs. Manifestement, c'est quand même au niveau des chauffeurs que ça coince un peu. On a des questions sur le transport des matières dangereuses. C'était le cas sur le gaz, c'est le cas sur certaines formes d'azote. Pas sur toutes, mais où effectivement, du coup, on a des niveaux de contraintes parce qu'il faut des qualifications. Donc, tout ça, je dirais que le schéma général d'administration, j'ose pas dire de suradministration, fait qu'on fait peser quand même de la contrainte. Les camions, 44 tonnes, ça serait mieux que 40. Enfin, voilà. Donc, il y a des vrais sujets en termes d'organisation logistique, mais je ne crois pas que ça soit de la désorganisation. C'est plutôt de la contrainte qui a lieu tout au long de la chaîne, et peut-être une forme de sous-investissement collectif. Encore une fois, au moment du Covid, on s'est rendu compte qu'on avait besoin de faire tourner la logistique des fois plus vite, et on n'est pas forcément au niveau pour le faire. Pour autant, on a tenu pendant le Covid, tout le monde a eu à manger, il n'y a pas de raison que tout le monde n'arrive pas à livrer de l'azote dans les exploitations à terme. Mais par contre, les décalages dans le temps, ça malheureusement, je crois qu'on y est déjà soumis. Nicolas, puis Jérémy ensuite. Je n'ai qu'un mot à vous dire. Saucisson. C'est-à-dire? Vous savez, en fait, on est sur des marchés extrêmement volatiles. On est sur des marchés de commodités, c'est-à-dire c'est quand même des pondéreux. Il y a effectivement une certaine lourdeur logistique. Donc quand vous avez un volume d'achat sur ces marchés extrêmement volatiles, nous, ce qu'on constate quand même en général, c'est que le découpage, le saucissonnage des achats reste une excellente stratégie. Dès qu'il manque une tranche de saucisson sur les 12 mois,
ça pèse. Donc, je vous disais tout à l'heure qu'il y a plusieurs temps d'achat dans la campagne. La morte saison, les engrais s'appliquent sur une période très courte. Donc, il faut bien anticiper cette logistique et on l'anticipe chaque année avec des conditions de morte saison qui commencent du mois de mai, qui vont à peu près jusqu'au mois d'août. C'est une première phase d'achat, c'est à peu près un tiers du marché. Ensuite, il y a un marché plutôt où les distributeurs vont créer un peu de stock pour pouvoir ensuite les livrer en culture. Et puis, il y a le réapprovisionnement. Pour être très clairement, sur la campagne 2021-2022, on a bien vu que sur la période d'été, il y avait beaucoup moins de prise de position en morte saison que d'habitude, certainement parce qu'il y avait un sentiment que les prix étaient relativement élevés et qu'ils allaient peut-être baisser après. Ne pas marquer sur la morte saison n'était pas forcément la bonne stratégie cette année. De manière générale, je pense qu'il faut ce saucissonnage des prises de position pour répondre à la question de la rétention. Vous savez, on est producteur d'ammonitrate. C'est une matière qui est extrêmement réglementée. On a des stocks qui sont limités, surveillés. Aujourd'hui, en aucun cas, un producteur peut s'asseoir sur un stock ou bien créer un stock dans son usine. C'est des produits qui sont soumis à une logistique permanente. On a des taux de rotation qui sont de l'ordre d'un mois. C'est-à-dire que si ça ne bouge pas sous 4-6 semaines, ça bloque. Donc, il n'y a aucune rétention à la production. Ce que vous voulez dire, c'est que quelque part, la distribution a pas assez accéléré sur les achats, et les agriculteurs aussi peut-être, mais aussi la distribution, que les maillons logistiques ont pris du retard et qu'à un moment donné, il y aura le goulot d'étranglement qui risque d'arriver? De manière générale, je pense qu'en fait, il faut raisonner les engrais non plus comme une commodité. C'est-à-dire que finalement, ce sont des produits qui deviennent rares et chers. Je rappelle quand même que l'azote est fabriqué à partir du gaz naturel. Donc de façon extrêmement liée, le destin de l'azote pour l'instant reste extrêmement lié, on en reparlera après, à la question du gaz. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment pouvoir tout optimiser, et je pense que vous parlez des distributeurs de produits, je pense que les distributeurs doivent avoir une stratégie de mise en marché de ces produits. C'est-à-dire rester sur une logique de commodité pure, à mon sens, est insuffisant aujourd'hui. Donc je pense qu'il faut communiquer. Vous savez, les engrais, c'est un marché finalement. Alors on a connu la pointe de 2008-2009 qui a marqué tout le monde, puis c'est un peu retombé, mais les engrais sont un petit peu le métier parfois sous-estimé ou parfois délaissé. Il y a peu d'innovation, c'est peut-être moins sexy. Moi je pense qu'il y a un vrai travail technique à faire. Je rejoins tout à fait Céline sur la question de mieux utiliser les engrais. Il y a un immense travail à faire, et ce travail est un travail auprès des agriculteurs, c'est un travail aussi pour passer les messages. Il y en a deux, c'est la bonne forme et le bon pilotage. Jérémy, à vous. Alors moi, je vais rajouter 2 mots. J'aime bien la charcuterie, mais je ne parlerai pas de saucisson. 2 mots, la contractualisation et la sécurisation. Je pense qu'on doit permettre à nos producteurs, en travaillant correctement avec l'ensemble de la chaîne, on doit permettre des outils qui contractualisent et qui, en contractualisant, permettent aussi de sécuriser. Ce que je veux dire par là, c'est que l'Europe, elle ne réussira pas à atteindre les objectifs qui sont dans la Farm to Fork ou d'autres objectifs environnementaux si à un moment donné, elle ne met pas en place des outils qui permettent à la production d'être valorisée sans être en permanence sous le couperet des aléas du marché. Parce que l'agriculture européenne n'est pas compatible totalement parce que justement on lui demande beaucoup, n'est pas compatible à la loi du marché. Donc je pense qu'il faut qu'on mette en place, qu'on remette en place des outils qui permettent un peu plus de sécurisation, notamment pour les producteurs, mais tout ça doit se faire en lien avec les différents acteurs. Mais est-ce que quelque part l'Europe n'a pas fait un impensé? C'est-à-dire qu'on a bien pensé à faire moins partir d'engrais dans les nappes phréatiques, ok, on a utilisé moins, ok, mais par contre on n'a peut-être pas pensé à l'autonomie, à la sécurisation à ce niveau. Moi je pense que justement ce qui manque aujourd'hui dans la Farm to Fork ou dans le Green Deal, plus globalement, c'est des études de faisabilité, des analyses de faisabilité. Comment on fait pour justement atteindre tel ou tel objectif? Et du coup,
quels moyens on donne, quels moyens on doit mettre en place. Et je pense que ça a été dit, enfin, ou plus ou moins évoqué, mais l'innovation est un levier essentiel sur les semences, avec le biocontrôle, l'agronomie, remettre un peu plus d'agronomie dans nos réflexions, dans nos discussions, de manière générale, pas toujours trop technique, mais voilà, y compris sur la fertilisation, ça doit être des éléments qui nous font réfléchir justement de manière plus pragmatique. Et là, au moins, on pourra dire, ben voilà, cet objectif-là, il est atteignable. Et moi, je ne sais pas s'il faut réduire de 50% les pesticides ou pas. Ce que je suis sûr, c'est qu'aujourd'hui, si on n'apporte rien aux agriculteurs et aux secteurs concernés, eh ben on n'y arrivera pas. Donc voilà, il faut réfléchir à comment on fait. Et ça, pour l'instant, ce n'est pas inscrit et c'est notre job, justement, en laissant avancer les questions d'innovation, de recherche, et puis en mettant peut-être un peu plus de moyens aussi là-dessus. Delphine, est-ce qu'il y a des questions? Oui. Il y a déjà M. Pagès qui a levé la main pour poser une question. Alors, M. Pagès, on vous écoute. On vous écoute, Pierre. Il faut brancher le micro. Pierre Pagès, il faut rendre le micro actif. Ah, d'accord. Voilà. Oui, merci, excusez-moi. Oui, ce que je disais, est-ce que finalement les objectifs du Green Deal ne sont pas contradictoires avec l'efficacité vis-à-vis de l'environnement? C'est-à-dire chaque fois que l'Europe va baisser sa production, c'est quelque part pour alimenter nos concitoyens des importations qui se feront et qui se feront dans des zones où il n'y a pas forcément autant d'eau que chez nous, dans des zones où il faudra sans doute aller défricher parce que si l'efficacité de l'agriculture, c'est aussi l'efficacité de la captation du carbone. Est-ce que les objectifs qui sont mis dans le Green Deal ne sont pas finalement contradictoires au but recherché? Voilà. Jérémy, en une phrase. Moi, je ne pense pas, parce qu'il y a pour le coup, les objectifs qu'on essaye d'atteindre, c'est pas non plus tout à fait pour rien. Et je ne pense pas que ce soit contradictoire. Ça le sera si jamais, justement, on met aucun moyen en face. Et voilà, et la volonté, c'est malgré tout pas celle-là. Et l'Europe, quoi qu'on en dise, beaucoup aiment à critiquer, parce que c'est assez facile de critiquer ceux qui sont plus loin, et là où les décisions se prennent quand c'est plus loin, mais je pense que l'Europe doit et va comprendre, et au niveau européen, la Commission et aussi au sein du Parlement, les choses évoluent, notamment sur notre manière de commercer, d'approcher les questions autour du commerce international pour justement essayer d'assurer la souveraineté alimentaire et donc ne pas se prendre les pieds dans le tapis. Donc je pense aujourd'hui, tel que c'est amené, ça peut paraître contradictoire, mais il y a des éléments qui permettent quand même de dire, et moi en tout cas je le ressens, et c'est sincèrement que je vous le dis, il y a des éléments et des prises de position, notamment du Parlement européen, qui nous permettent de dire que la prise de conscience est là et que on va pas faire n'importe quoi. Et par rapport à ce que disait Céline tout à l'heure sur le choc qu'il y a eu après la crise Covid, et c'est justement cette réaction un peu sensible de tout le monde en se disant mince, mais on aurait pu avoir des pénuries, on aurait pu manquer de ceci ou de cela, ça c'est des signaux qui sont pas non plus tout à fait négligeables. Et donc je pense que l'Europe réagit aussi à tout ça, mais c'est vrai que le Green Deal a été pensé et réfléchi, et la Farm to Fork un peu aussi, avant tous ces aléas. Donc du coup, encore une fois,
sur la table, il n'y a pas que ce qu'on met en avant sur la réduction de ceci, sur la réduction de cela. On parle aussi de revenus des agriculteurs, on parle aussi de renouvellement des générations, on parle aussi de circuits de production qui dégagent de la valeur ajoutée. Voilà, c'est inscrit dans la Farm to Fork stratégie, mais là, malheureusement, c'est pas au-dessus du panier. Et ce qu'on doit faire, c'est le remonter, justement. Une autre question, Delphine. Oui, alors justement, toujours pour Jérémy, est-ce que la nouvelle PAC, y compris les éco-régimes, serait une piste pour fournir aux agriculteurs les outils pour contribuer à l'ambition de la stratégie Farm to Fork, Quelles autres initiatives pourraient y contribuer? Une question très générale, donc en une phrase, Jérémy. Non, je réponds assez vite. Bien évidemment que les éco-régimes, qui d'ailleurs peuvent évoluer et évolueront au fur et à mesure de la mise en œuvre de la PAC pour justement être plus pertinents. Et il y a la volonté, bien sûr, que la politique agricole commune contribue clairement aux ambitions et aux objectifs du Green Deal. Donc, de toute façon, on devra se servir des outils et les éco-schemes en sont bien sûr aussi, enfin, font partie de ces outils-là qu'on devra utiliser pour avancer. Et ce qu'on doit trouver, parce que les éco-schemes, c'est bien sûr l'idée, mais ce qu'on doit trouver, c'est de nouveaux outils qui viendront dans la Farm to Fork, dans le Green Deal en général, compenser. On parle de l'ajustement carbone aux frontières, et ben ça, c'est des sujets sur lesquels on devra intégrer l'agriculture en ayant conscience de tous les éléments, voilà, et en le faisant pas de manière voilà, dogmatique, mais on devra intégrer ces secteurs-là aussi à ces ambitions autour du carbone. Donc oui, il faut qu'on travaille là-dessus. Une autre question. Oui, alors justement... Juste, pardon, Jérémy, j'ajouterais aussi les soutiens à l'investissement. Hein, c'est-à-dire que pour que les agriculteurs puissent investir dans des technologies qui permettent de mieux travailler, je pense au digital, sur le pilotage de la fertilisation, je pense aussi aux équipements. On a aujourd'hui des équipements d'épandage qui sont extrêmement précis, qui sont fantastiques offerts sur le marché, et il faut pouvoir aider à cet investissement. Delphine? Oui, donc justement, Jérémy parlait du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Risque-t-il d'ajouter, à partir de 2023, un facteur structurel de hausse du prix de l'azote ou pas? Ça dépend comment on l'intègre au système. Et c'est pour ça, il y en a qui demandent au Parlement, il faut intégrer l'agriculture à ça. Moi, je dis oui, il faut l'intégrer, mais il faut peut-être être prudent et prendre son temps pour savoir comment on l'intègre au dispositif. Je vais juste redire que, je crois que l'agriculture et l'alimentation, finalement, doivent être dans toutes les politiques traitées dans un cadre dédié, dans les politiques commerciales, dans les politiques environnementales, dans les politiques économiques, parce que c'est un secteur qui certes peut apporter de l'économie, mais qui, si on ne l'organise pas, à un moment donné, si on ne travaille pas de manière justement un peu intelligente sur ce sujet, eh ben on peut se planter. Donc, il faut éviter ces risques-là, et c'est pour ça que moi je demande à ce qu'on, avant d'intégrer l'agriculture au mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, je demande à ce qu'on analyse, comme pour le reste. Une autre question? Merci. Alors, question d'un agriculteur pour Nicolas Pontin. Est-ce que les usines de Yara en France tournent à plein régime? Oui, les usines tournent à plein régime. Donc, pour rappel, on a deux unités qui fabriquent des engrais en France. L'une est située à côté de Bordeaux, l'autre est située à côté de Nantes. À Bordeaux, on fait exclusivement des ammonitrates, et à Nantes, on fabrique à la fois des ammonitrates et des produits ternaires, NPK. Les deux usines tournent. Si je me permets aussi de dire qu'aujourd'hui, je ne vois pas de pénurie, c'est qu'on est dans le marché, tous les jours, et on a du volume, c'est-à-dire qu'on offre nos volumes habituels. Aujourd'hui, on est plutôt sur du janvier, voire février dans nos offres, et ça fonctionne. Une autre question? Eh bien, c'est tout pour le moment. Alors, moi j'ai une question pour Céline. Le prix des engrais a augmenté, le prix des tracteurs a augmenté. On en est où la compétitivité de nos productions là? Quel est l'impact pour les producteurs? Est-ce qu'ils ont les indicateurs qui leur permettent de dire attention, on est mal?
Alors, on est mal. Si on pose la question à un agriculteur, il va forcément dire on est mal. Non, mais en termes de compétitivité, c'est sûr qu'on a des difficultés. C'est évident que la Ferme France a des difficultés. Mais la Ferme France, elle a aussi des atouts extraordinaires, hein, dans sa diversité, dans sa capacité à produire. On a quand même des terres d'excellence. Si je regarde très égoïstement la culture du maïs, bon, cette année, on fait un record de production historique. On est à plus de 110 quintaux de moyenne à l'hectare. On a des prix qui sont quand même, bon, on va pas s'en plaindre, pourvu que ça dure. Les fondamentaux sont pas, à ce stade, en tout cas, vont pas à un effondrement des prix. Donc, même s'il y a des réajustements, et puis bon, de toute façon, nous, on est extrêmement liés au pétrole. Donc, en fonction de ce qui va se passer, effectivement, on peut avoir des aléas. Mais globalement, cette année, à part le séchage qui est venu un petit peu, je l'ai dit tout à l'heure, mais le prix du gaz qui flambe au moment où on a besoin de sécher le maïs, c'est pas forcément une bonne nouvelle quand on n'est pas couvert sur la totalité des volumes de gaz. Globalement, la compétitivité maïs 2021 n'était pas si mauvaise que ça. Par contre, ça s'annonce pas super bien pour 2022, justement à cause du poids des engrais dans les coûts de production, du maïs. Donc, il y a effectivement, si les prix se maintiennent, si on fait une bonne récolte en 2022, mais enfin bon, on l'a encore pas semé, donc on peut pas, on espère tous faire le potentiel qu'on a, parce que quand on regarde les potentiels en France, finalement, sont excellents. Un peu de pluie en juillet et on est au même niveau, enfin je vais le dire, on est au même niveau que les Américains quasiment cette année. Et on n'a pas tout à fait les mêmes outils destinés à la production. Donc on est capable, on a du potentiel en France, on est capable d'exprimer des potentiels qui sont extraordinaires si on est dans de bonnes conditions. Donc là, je reviens sur ce que j'ai déjà dit, mais vous allez croire que je suis monomaniaque, mais il faut qu'on puisse produire. Parce que quand on produit, qu'on produit bien, on gère effectivement les risques de fuite de nitrate, par exemple, ou ce type de désagréments liés à la production. Donc il faut qu'on continue à bien produire. Maintenant, on peut encore s'améliorer, optimiser l'utilisation de l'azote. Nicolas l'a dit, il faut travailler sur les formes d'azote, il faut travailler sur les outils, le numérique, les OAD, tous ces sujets sur lesquels on peut évidemment améliorer encore les choses. Alors justement, c'est la troisième partie. Quels enjeux pour le futur? Alors vous en parlez des OAD. Quand on regarde en blé, on est à quoi? On est à 40% de surface, peut-être dans le meilleur des cas, qui sont peut-être dans même pas. OK. Et en maïs, on a combien? Alors ça, c'est une bonne question, je n'ai pas le chiffre, mais sur l'azote, OAD azote, très honnêtement, on ne doit pas être très très élevé, en particulier parce qu'on n'a pas le déploiement de Farmstar depuis très longtemps. Donc on a des OAD à l'ancienne, hein, on a quand même des outils d'aide à la décision qui ne sont pas numérisés, qui ne sont pas digitalisés, mais effectivement, il y a une capacité d'amélioration avec des moyens liés à l'investissement, de l'accompagnement dans la transition, dans les exploitations agricoles. On doit pouvoir accompagner à la fois les outils d'application de l'azote, hein, ça a été dit, il y a des formes d'azote qui doivent nous permettre de moins émettre de gaz à effet de serre. Il y a des outils autour des inhibiteurs de l'uréase. Donc, tous ces sujets-là, il faut les travailler. Le numérique et la digitalisation dans les exploitations doit nous permettre d'améliorer effectivement les fractionnements, les positionnements au niveau de l'itinéraire technique. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a encore capacité à progresser sur ces sujets-là et que dans les exploitations agricoles, si on a un accompagnement, je vais le dire aussi, il y a certes l'accompagnement financier, potentiellement, c'est des investissements, il faut accompagner les agriculteurs. Les producteurs de grandes cultures, ces 5 dernières années, ils font quasiment pas de revenus. Donc, on ne peut pas leur demander d'investir sur des choses qui pourraient dégrader encore ce revenu. Bon, 2021, vous l'avez compris, c'est un petit peu particulier, mais voilà, il y a quand même ce souci en termes de compétitivité. Donc, investir sur des améliorations quand on n'a pas les moyens, c'est plus compliqué. Si on a les moyens aussi, on est accompagné pour le faire. Et si politiquement, il y a des messages qui sont positifs, c'est-à-dire qu'on accompagne les efforts des agriculteurs et pas on leur tape sur le coin du nez parce que ce qu'ils font, c'est jamais assez bien, honnêtement, je pense que les marges de progrès, elles sont énormes. Nicolas, ça veut dire que globalement, les OAD, c'est souvent réglementaire, c'est peu utilisé en France, on a souvent l'approche réglementaire. Pourtant, c'est un vrai levier pour moins dépenser de l'azote? Oui, clairement. Alors, sur le cas du maïs, c'est vrai qu'on a une fenêtre de tir en matière de pilotage qui est très courte. Hein.
Donc quand même, il faut noter qu'une partie des maïs restant irrigués, on a la possibilité de développer un pilotage et un fractionnement, un accompagnement de la nutrition par l'irrigation. Ça, c'est très important, je le dis, parce qu'on constate dans les différents pays où on travaille qu'on est souvent dans des situations de déficit d'eau. Or, les engrais, ils ont besoin d'eau pour être solubilisés dans le sol et être utilisés par les plantes. Donc, c'est-à-dire que sur le maïs, on a quand même ce potentiel-là de développement. Et il y a un point très important, c'est la gestion du phosphore sur le maïs. Je le dis quand même, c'est que je pense que là, et on a la chance d'avoir une culture où on peut apporter pratiquement au pied. Je pense que là, on a des solutions à mettre en œuvre. Il y en a déjà beaucoup, mais on peut aller plus loin en termes d'efficacité du phosphore. Sur les outils, oui, le taux d'utilisation, le taux de pilotage aujourd'hui est relativement faible. Il est inférieur à 40% sur les céréales. On peut aller, bien sûr, beaucoup plus loin. Et je le disais tout à l'heure, selon notre estimation, on peut aujourd'hui gagner 10% d'efficacité des nutriments par le pilotage. L'agriculture, c'est un métier qui est extrêmement exposé aux aléas climatiques. Ça veut dire que piloter finement est nécessaire. Enfin, je veux dire, le pilotage est nécessaire compte tenu des aléas et d'ailleurs de leur amplification avec un changement climatique inexorable. Alors, c'est quoi la solution ou c'est quoi le problème? Les outils sont trop chers, les outils ne sont pas connus, il y en a trop, c'est compliqué. Qu'est-ce qu'il faut faire pour? Il faut accompagner, il faut communiquer? Moi, je pense qu'il faut mesurer d'abord. C'est-à-dire que je vous parlais tout à l'heure du coefficient d'utilisation, c'est-à-dire l'efficacité du produit. Si on regarde aujourd'hui ce qui s'appelle en anglais un Nitrogen Use Efficiency, NUE, globalement aujourd'hui, il y a un consensus pour dire qu'il faudrait qu'on atteigne une valeur d'efficacité de cet azote située entre 75 et 90%. Il y a eu du chemin d'accompli. En France, on est plutôt dans le haut de la fourchette. Mais pourquoi aujourd'hui, pourquoi il reste une marge de manœuvre? Pour la raison que je disais tout à l'heure. Je pense que la fertilisation doit être remise au cœur. Je pense qu'on doit repasser du temps, et Jérémy l'a dit, remettre quelques bases d'agronomie, repartir sur des discussions techniques. Très honnêtement, je pense que les engrais ont été vus, perçus comme peut-être un deuxième métier ou un métier purement de commodité. Il y a de la technicité, il y a de la complexité, et donc il faut qu'on prêche la bonne parole sur le pilotage, qu'on développe les outils, il y en a un certain nombre. C'est là que le développement doit se faire. Je pense que là, il y a vraiment 10% d'efficacité à la clé. Donc 10% à gagner, ça c'est un des enjeux pour le futur. Il y a aussi quand même le fait que quand on regarde aujourd'hui avec le prisme du carbone, les engrais, ça pèse lourd négativement sur l'impact carbone. Oui, parce que j'ai parlé du pilotage, mais j'aurais pu dire aussi qu'il y a un premier pilier de l'ordre de 10% d'augmentation d'efficacité qui est lié à la forme. Toutes les formes ne sont pas équivalentes. Certaines formes d'engrais sont émettent beaucoup, notamment d'ammoniac, à leur application. Sur une forme comme l'urée, j'en parlais tout à l'heure, c'est aux environs de 13%. Alors, c'est d'abord important économiquement. Vous imaginez, tout à l'heure, je vous disais, bon, c'est des chiffres ronds, urée, 1 000 €. Ça veut dire que vous avez perdu 130 € en fait. Vous avez perdu à l'achat 130. Donc, il y a vraiment un travail sur la forme qui doit être réalisé. Et ensuite, il va falloir effectivement qu'on réussisse à fabriquer cet ammoniac, qui est la molécule de base, c'est-à-dire NH3, avec un hydrogène qui ne soit plus forcément un hydrogène issu du gaz naturel. Il y a beaucoup d'électrolyseurs qui vont se bâtir. Donc, l'électrolyse de l'eau, lorsqu'elle est adossée à une capacité électrique renouvelable, je pense au photovoltaïque, je pense à l'éolien, je pense à l'hydroélectricité, par exemple, en Norvège, avec cet hydrogène vert, parce que tous les hydrogènes ont une couleur maintenant, avec cet hydrogène vert, on peut fabriquer un ammoniac effectivement décarboné. Et c'est important parce que la fabrication d'ammoniac aujourd'hui, c'est 1 tonne d'ammoniac égale 2 tonnes de CO2. Et c'est d'ailleurs aussi une des raisons pour lesquelles l'industrie européenne a dû lever le pied en termes de production, puisque le prix du carbone sur le marché est arrivé jusqu'à 60-70 € la tonne. Et ça, vous savez faire? C'est le futur lointain? C'est quoi, 5 ans, 10 ans, 20 ans? Non. C'est-à-dire qu'en fait, on est sur des échéances de l'ordre de 2024.
Alors, si je prends notre situation, on a 3 grands projets. Un en Australie sur du photovoltaïque, un en Hollande sur de l'éolien offshore et un 3e en Norvège sur de l'hydroélectrique. Et là, on est sur des échéances de 2 ans. Hein, ce sont des projets échéances 2024-2025. Je précise quand même, la puissance électrique, encore une fois, associée à ces projets, elle reste faible. Hein, c'est-à-dire qu'on parle de projets de l'ordre de 20, 25, 30 mégawatts. Donc, il va falloir aussi qu'on réfléchisse, parce que finalement, on se rend compte dans cette situation qu'il n'y a pas d'indépendance, il n'y a pas vraiment d'autonomie alimentaire sans autonomie énergétique. La production de nourriture est extrêmement liée à la question énergétique. Donc ça veut dire quelle capacité aussi on va être capable de mettre en œuvre en Europe et en France pour cette future production décarbonée. En tout cas, on sait la faire. Donc pour répondre à la question, c'est une échéance relativement courte de 2 ans. Et puis c'est aussi une réflexion qui commence tout de suite avec les acteurs du marché, puisqu'on sait qu'on va avoir des certificats décarbonés, on sait qu'on va avoir des certificats verts disponibles, puisque la production est découplée du certificat. Et c'est-à-dire qu'on peut réfléchir d'ores et déjà aujourd'hui avec les grands acteurs de l'agroalimentaire, et en France, il y en a, agroalimentaire français, 130 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Donc, nous sommes une grande puissance agroalimentaire et on travaille déjà avec de grands groupes alimentaires pour essayer de voir comment on va concrétiser cette décarbonation sur les produits finaux. Et je termine juste avec un chiffre. Et désolé, Céline, je parle de blé et pas de maïs. Mais le prix des engrais sur la baguette de pain, parlons-en quand même. Parce que ça, c'est un sujet que nous avons en commun. Tous ici. Le prix des engrais sur la baguette de pain, c'était 1 centime, c'est devenu 2. Le prix des engrais a effectivement doublé, globalement. 2 centimes. Et je pense que là, on a un travail considérable. C'est-à-dire que pour le consommateur final, le poids que ça représente est relativement acceptable. Et le poids futur de la décarbonation est relativement acceptable. En revanche, il pèse beaucoup plus chez l'agriculteur. Donc il faut qu'on travaille pour que tout ça soit mieux rémunéré au niveau de l'agriculteur. Je pense que là, il y a un axe de travail fondamental, sinon il n'y aura plus d'agriculture. Jérémy, toutes ces réflexions, ça fait partie des réflexions de la PAC, des réflexions de l'Union européenne, de la Commission? Encore une fois, comme je vous le disais au début, ça fait partie des réflexions et des échanges qui ont lieu au sein de la Commission de l'agriculture. Mais il faut qu'on réussisse à acter le fait que c'est aussi des ambitions que nous devons avoir dans le Parlement européen. Donc quand on vote la PAC, quand on vote la stratégie, la stratégie, en tout cas la Farm to Fork, ou les éléments, ou qu'on donne certaines de ces orientations, il faut qu'on ait vraiment aussi à l'esprit les impacts que ça peut avoir et que du coup on ait la responsabilité aussi d'avancer là-dessus, mais j'avais pas besoin d'être rassuré, mais ce qui est important et ce dont on doit se servir, c'est justement la richesse de nos organisations, des différents acteurs de ces secteurs-là, qui savent très bien de quoi elles parlent, et puis bien sûr qui peuvent nous amener justement ces éléments de réponse. On n'est pas plus bête que les autres, justement, je pense qu'on est même largement en avance pour tout un tas de raisons, et qu'on est en avance justement sur notre capacité aussi à répondre aux enjeux écologiques mieux que les autres. Et donc du coup, ces débats, je ne dis pas qu'il faut qu'on aille dans un débat trop technique en séance plénière du Parlement, mais il faut qu'on réussisse à amener quand même ces sujets-là et qu'on arrête, nous, députés européens notamment, de répondre à des questions binaires. Il faut qu'on puisse avoir les moyens d'avoir sur la table au moment du vote quelque chose d'un peu plus palpable, et puis qui n'est pas juste de dire, parce que quand ça arrive sur la table des députés, par exemple, quand on parle de la réduction de 50% des pesticides, mais tout le monde est pour. C'est obligé que les députés votent pour. On n'a pas le pendant, on n'a pas forcément toujours l'impact que ça peut avoir. Donc c'est ce qu'on demande et c'est ce qu'on doit aussi aller un peu plus chercher. Donc les discussions
qui existent au sein j'allais dire, des instances agricoles du Parlement européen ou de la Commission, eh ben, il faut qu'elles montent un peu plus haut et il faut qu'on réussisse à faire passer les bons messages. Mais en tout cas, c'est rassurant parce qu'on a la matière. Donc voilà. 16h40, on rentre dans la dernière partie. Question-réponse, Delphine? Alors, première question, Yara conseille-t-il aux agriculteurs de s'engager plus fortement à la morte saison 2022, quel que soit le prix de l'azote à cette période? C'est un petit conseil. Bah, de toute façon, vous savez, c'est un conseil qu'on passe souvent, c'est vraiment fractionner. Je répète, ce sont des marchés extrêmement volatiles. On a beaucoup de mal parce qu'il y a des éléments géopolitiques qui interviennent et ça peut être extrêmement brutal. Hein. Donc, ce sont des marchés où, en général, on est capable d'analyser la tendance, mais on se trompe toujours sur l'amplitude. Donc, c'est volatile. Il vaut mieux fractionner ses achats. Il y a la morte saison, il y a un marché de stockage sur le 4e trimestre, il y a un marché de réappro. Alors, il faut peut-être faire un tiers. Après, chacun, bien sûr, pilote en fonction de sa stratégie et puis en fonction de sa trésorerie. Mais à minima, il y a 3 grandes zones d'achat, morte saison, 4e trimestre et application. Sécurisé. Delphine. Saucissonné. Se passer du gaz pour produire de l'ammoniac, est-ce utopique? Cela ne permettrait-il pas à l'Europe d'être autosuffisant en engrais azotés à long terme? Alors, c'est pas utopique, c'est une réalité technique, on sait faire. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, pour obtenir de l'ammoniac, on mélange de l'azote de l'air et de l'hydrogène qui provient du gaz dans une synthèse d'ammoniac. Cette synthèse d'ammoniac, on sait la faire fonctionner avec un hydrogène d'une autre source. Donc techniquement, aucun problème. Ce qui va se poser, c'est la capacité électrique disponible pour finalement alimenter des électrolyseurs qui eux-mêmes vont alimenter des synthèses d'ammoniac. Aujourd'hui, pour vous donner un chiffre, chez Yara, ce qu'on pense, on produit actuellement 9 millions de tonnes d'ammoniac. On pense qu'à échéance 2030, on devrait être capable d'en décarboner 3. Donc vous voyez quand même que c'est alors c'est pas mal, c'est vrai que 2030 ça reste proche, c'est dans 8 récoltes, mais ça vous donne quand même l'idée, c'est que ça sera compliqué de trouver la capacité électrique pour tout décarboner, ou il faudra faire des choix. Une autre question. Alors, une autre question, cette fois-ci, on part dans la génétique. Pensez-vous que ce puisse être une piste pour augmenter l'efficacité de l'usage de l'azote? On parle d'amélioration génétique, par exemple du maïs, Céline? Oui, bah merci Delphine pour la question. Oui, effectivement, dans les améliorations qui sont devant nous, je dirais que l'idéal pour nous, ça serait de pouvoir se passer d'engrais azotés. Ça ne va pas faire plaisir à Nicolas, faut qu'il ferme ses oreilles, mais évidemment que si on arrivait à transformer le maïs en une légumineuse, ça serait pour nous l'idéal. Et oui, il y a déjà il y a des éléments qui montrent que la possibilité existe. Alors, ça serait possible et on va le faire. Il y a quand même un chemin important. On a aujourd'hui identifié des maïs qui ont des nodosités. Ça a été trouvé dans la nature. Maintenant, la capacité de transférer ça et d'en faire des variétés demain commercialisées, le demain il est peut-être encore très lointain parce qu'il faut vraiment identifier les mécanismes, mais c'est un espoir important. Donc ça c'est je dirais pour s'en passer. Et puis après il y a globalement comment est-ce qu'on a des plantes qui fonctionnent mieux. Encore une fois, le levier de la productivité au sens noble du terme est un élément important, couplé à tout ce qu'on a déjà dit sur les formes d'azote, sur le pilotage. J'en profite pour revenir sur la fertigation que Nicolas a souligné tout à l'heure. Effectivement, fertiliser avec l'irrigation, c'est un levier qui peut nous permettre de faire pas mal de progrès. Encore faut-il pouvoir irriguer. Donc, je le dis là, mais voilà, en France, ce n'est pas toujours aussi simple que dans d'autres pays où l'irrigation est peut-être un petit peu moins problématique. Si on a prévu de faire irriguer et qu'on a une coupure d'irrigation, non seulement on n'irrigue pas, mais en plus on ne fertilise pas. Donc, voilà, il y a des enjeux pour nous qui sont importants. Mais la génétique, pour répondre à la question, oui, ça porte des espoirs dans l'amélioration de l'utilisation de l'azote.
Une autre question. Et d'ici là, j'ajoute simplement 2 points très rapidement. D'ici là, n'oublions pas que la plante, ça pousse sur un support. En général, c'est du sol. Donc ce sol est un enjeu. Hein, c'est-à-dire que pour avoir une nutrition optimisée, il ne faut surtout pas oublier la question du sol. Il y a la question du recyclage des nutriments. Je parlais de phosphore tout à l'heure, mais c'est vrai aussi pour l'azote. Hein, c'est-à-dire que n'opposons pas, et Jérémy l'a bien dit, il ne faut pas opposer les systèmes. Ça, ce serait une grande erreur. Il faut regarder le système dans son ensemble et de voir comment on arrive à la nutrition optimale avec tous les outils dont on a besoin, et commencer à opposer des agricultures, à mon avis, c'est une grande erreur. Une autre question, Delphine. Alors justement, on a une question d'un éleveur qui nous demande pour l'azote, il faudrait mettre en place un échange entre les céréaliers et les fermes où il y a des animaux pour faire un échange paille-fumier, car vu les excès de fumier dans les régions où il y a des fermes laitières, cela pourrait être intéressant. Qu'en pensez-vous? Je pense que c'est un système peut-être laisser l'éleveur parler, mais juste pour dire que… Je vais dire un mot, mais… Ouais, voilà, tu diras un mot après, hein, Jérémy, mais oui, évidemment que ça revient sur les questions de recyclage. Effectivement, utiliser les résidus organiques pour fertiliser… les exploitations de polyculture élevage le font. Enfin, voilà. Donc après, effectivement, on peut avoir sur des zones proches, et ça existe, en fait. De fait, ça existe déjà. Mais on ne peut pas faire traverser du fumier des zones laitières. On a déjà pas assez de camions pour trimballer tout ce qu'on doit trimballer. S'il faut en plus trimballer du fumier d'une zone à une autre, ça paraît un peu compliqué. Pour autant, effectivement, des systèmes optimisés de ce point de vue-là, c'est-à-dire allier les besoins des plantes à ce qui est produit par leur consommation, par les animaux et leur déjection, ça c'est quelque chose qui, je dirais, en termes d'agronomie, fait sens. Maintenant, il faut qu'on puisse piloter ça correctement quand on peut le faire. Et là où ça se gère le mieux finalement, c'est dans les exploitations de polyculture élevage, tout simplement. Mais vas-y, Jérémy, tu peux compléter. Je suis forcément favorable à ça. Et encore une fois, tout à l'heure, je vous parlais de stratégie européenne aussi agricole. Je veux dire, on a le droit de réfléchir aussi à une répartition un peu plus équilibrée de l'élevage sur le territoire français pour justement faciliter aussi ces questions en termes de transport ou autre. Et on a, certes, on a spécialisé l'agriculture à un moment donné où c'était sans doute la meilleure façon de faire évoluer les choses. On a aussi spécialisé des régions, finalement. Moi, je prends souvent l'exemple, je serais peut-être un peu hors sujet, mais tant pis. Je prends souvent l'exemple de la Saône-et-Loire, qui était le premier département, second département producteur de porc en France en 1950. Il n'y a plus pas un cochon en Saône-et-Loire. Eh bien, on peut peut-être imaginer aussi que c'est pas une fuite en avant, mais en tout cas, c'est cette évolution. On peut peut-être imaginer qu'on revienne un peu dessus et remettre un peu d'élevage dans des zones. Remettre un peu plus d'élevage dans des zones où il y en a plus et où il y a plus de céréales, c'est peut-être pas une bêtise. Et stratégiquement, ça donne aussi une vision où on essaye de rééquilibrer un peu tout ça. Ça peut répondre aux enjeux de renouvellement des générations. Ça peut répondre aussi à des enjeux économiques et de dynamique des territoires ruraux. Enfin, c'est pas tout à fait bête. Donc, il faut aussi qu'on réussisse à réfléchir un peu au global sur ces stratégies-là et de faire en sorte qu'il y ait une meilleure alchimie entre le travail des éleveurs et puis les besoins des céréaliers et vice-versa. Ça me paraît pas tout à fait déconnant. Donc oui, travaillons là-dessus et l'Europe doit aussi donner des moyens pour ça. Mais Jérémy, ça fait des années qu'on en parle de ça, de remettre de l'élevage en zone de grande culture, et on a l'impression que c'est l'inverse. Je ne pense pas que ça fait des années qu'on en parle. Ça fait des années. Il y en a qui en parlent, mais sauf que voilà, on est plutôt dans une dynamique, justement, comme tu le dis, inverse, mais il n'y en a pas tant que ça qui en parlent. Et je pense que politiquement, ça doit faire partie des stratégies envisageables. Il ne faut pas faire n'importe quoi, il faut qu'il y ait une issue économique intelligente, mais par contre,
Bon, on a le droit de ne pas y croire, hein, mais moi, je pense que ça fait partie des sujets qui doivent être remis sur la table, mais pas, enfin, de manière un peu franche. Autre question. Alors, une autre question, je crois que Pierre Pagès souhaite poser à nouveau une question. Pierre. Oui, moi, je suis très intéressé par la position de Nicolas et de l'hydrolyse pour fabriquer de l'hydrogène et combiner l'azote de l'air pour faire de l'ammoniac. Mon questionnement, c'est de dire, est-ce qu'on peut faire fonctionner une usine avec l'énergie renouvelable? On va mettre à part l'énergie hydroélectrique, mais avec de l'énergie intermittente que sont le solaire ou le vent. Première question. Et je pense d'ailleurs que la production d'hydrogène pourrait aussi nous servir en termes de transport, y compris pour les moteurs thermiques. Donc, moi, je suis très intéressé par ce qui a été dit. Et mon problème, c'est comment on met ça en route le plus rapidement possible. Il ne faut pas que ce soit la production d'électricité qui freine cette industrie nouvelle de l'hydrogène. Et donc, je pense qu'on peut la faire à partir du nucléaire, mais ça dépasse largement notre discussion d'aujourd'hui. Et alors, après, sur le carbone, je reste toujours un peu sur ma faim. Parce que, pour faire simple, on émet, certes, environ 2 tonnes hectare pour un hectare de blé qui, en moyenne, en capte 21, et pour un hectare de maïs qui en capte 30. Donc, l'agriculture, c'est le puits de carbone. Et plus elle est efficace, plus elle capte. Et donc, j'ai peur qu'on se retrouve un jour avec des certificats de carbone à payer en agriculture, alors que c'est nous qui le captons. Et c'est tellement vrai, d'ailleurs, que les États-Unis ont déjà mis en place un rendement de référence. Et le jour où il y aura des certificats carbone pour l'agriculture, ce sera au bénéfice des agriculteurs, avec le différentiel de rendement qu'ils auront gagné pendant la période. Voilà, merci. Merci. Est-ce que quelqu'un souhaite répondre ou il n'y a pas besoin de répondre puisque c'était une... Si, je pense. Parce que... Pour la question, effectivement, le problème de l'hydrolyseur, c'est son facteur de charge. Il faut pouvoir lui amener de l'énergie électrique de façon continue et de façon significative pour les échelles dont on parle. Donc, je vous prends l'exemple de l'électrification de notre usine en Norvège, où là, notre projet à échéance 2028, c'est de totalement être en ammoniac vert, c'est-à-dire sourcer l'intégralité de la production d'ammoniac via de l'hydrogène qui provient de l'hydroélectricité. Facteur, on parle globalement de 500 MW. Donc en Norvège, avec l'hydroélectricité, on va peut-être y arriver, avec des infrastructures et beaucoup d'investissements. Ailleurs, ça sera peut-être un peu plus difficile. Sauf si on produit l'électricité autrement. Et l'hydrogène, c'est une forme de stockage. Vous avez cité l'hydrogène jaune qui proviendrait du nucléaire est aussi une option qui est, elle me semble à titre personnel pas tout à fait idiote. Mais l'hydrogène est une forme de stockage aussi. On peut stocker l'hydrogène, on n'est pas obligé d'avoir un flux continu d'hydrogène. Ce stock, c'est pas l'idéal. D'ailleurs, aujourd'hui, pour échanger de l'hydrogène entre les différentes parties du monde, puisque je parlais du Moyen-Orient tout à l'heure, il se trouve qu'ils ont du gaz, mais ils ont du soleil aussi. Et ils sont en train de mettre en place des programmes photovoltaïques, des électrolyseurs et de l'hydrogène vert. Il va falloir qu'ils l'exportent. Ils ne vont pas l'exporter forcément sous forme hydrogène, ils vont l'exporter sous forme ammoniac. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, les industriels qui vont produire de l'hydrogène en grande quantité vont le transformer en ammoniac NH3 pour pouvoir le transporter vers d'autres destinations. D'accord. Une autre question, Delphine. Mon carbone, là, personne ne répond. Est-ce que c'est important? Ça rejoint ce qu'on a dit sur la... Mon micro, pardon, j'avais pas mis mon micro. Peut-être pour répondre rapidement, enfin, je sais pas si c'est une réponse par rapport à ce que dit Pierre, mais effectivement, il y a un enjeu sur le stockage de carbone, c'est-à-dire que l'agriculture est une des seules activités, alors à l'évolution technologique près évidemment, mais qui peut massivement stocker du carbone. Et donc c'est vrai que dans le contexte dans lequel on est, et ça rappelle ce que disait Jérémy tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à force de regarder les trucs saucissonnés, là, séparés les uns des autres, on en vient à faire peut-être des choses qui sont contre-productives. C'est-à-dire qu'on a intérêt à faire en sorte que la pompe à carbone fonctionne au maximum, en minimisant autant qu'on peut effectivement les émissions, c'est-à-dire qu'il faut
si le poids de la fertilisation dans les analyses de cycle de vie de la production agricole est très important, justement parce qu'il y a ce coût en amont de la production des engrais lié à la transformation, de l'ammoniac en engrais. Et donc, du coup, si on améliore ce bilan en amont, on améliore le bilan tout au long de la chaîne. Et donc, du coup, on a un stockage de carbone qui, en plus, est plus vertueux du point de vue des émissions, pour peu qu'on arrive à limiter la volatilisation. Mais comme Nicolas l'a dit, de toute façon, on a tous intérêt à la limiter parce que faire volatiliser de l'azote qui est aujourd'hui à 1 000 € de la tonne, enfin, demain, j'espère qu'il ne sera plus à ce prix-là, mais dans tous les cas, personne n'a intérêt à ne pas améliorer ces pratiques-là. Donc, aujourd'hui, le système... on n'a pas encore de système européen pour valoriser correctement la pompe à carbone agricole. On travaille difficilement à l'échelle française sur les labels bas carbone. On va mettre les choses en place sur les grandes cultures. Il y a un début de travail sur le carbone farming au niveau européen. Évidemment que c'est un sujet majeur qui est devant nous parce qu'il faut à tout prix que l'agriculture européenne et plus précisément, là pour le coup, je vais militer pour ma paroisse, la maïsiculture française a quand même une épingle à tirer de tout ça, soit favorisée pour les efforts qu'elle peut conduire et la solution qu'elle peut représenter face au changement climatique dans le cadre du stockage de carbone. Donc, je dirais, Pierre, pour répondre à ta question, je n'ai pas la réponse. C'est sûr que les Américains, comme d'habitude, sont partis après, mais vont aller beaucoup plus vite que nous et ils sont déjà quasiment prêts. Et nous, on est partis de plus loin, on fait les choses très très bien. J'espère qu'on n'arrivera pas trop tard. Une autre question, 5 minutes. Juste ouais. en partie, hein, ne pas avoir peur de la productivité. Encore une fois, les plantes sont des magnifiques absorbeurs de carbone. Il ne faut pas avoir peur d'optimiser ça. Franchement, productivité, c'est pas un vilain mot. Deuxièmement, il faut qu'on puisse, demain, dans un paquet de pâtes ou dans une baguette qui sera décarbonée, il faut qu'on puisse s'assurer, d'accord, que l'agriculteur soit rémunéré justement pour le travail de décarbonation. Ça, c'est un deuxième point qui me semble fondamental sur cette partie. Et le troisième levier, c'est d'aider aussi les agriculteurs à rentrer dans des sortes d'échanges, de plateformes d'échange de carbone. Et là, je fais ma petite pub. Regardez Agoro Alliance, hein, c'est une alliance qui a été créée par Yara et qui permet aux agriculteurs de se mettre en relation avec des partenaires pour la valorisation de ces crédits carbone. Une autre question, Delphine. Alors, une autre question pour rester sur les énergies renouvelables et les nouveaux engrais. Quel serait le surcoût pour les agriculteurs de ces nouveaux engrais issus des énergies renouvelables? Alors, un ammoniac fabriqué à partir d'électrolyse, c'est entre 2 fois et 4 fois supérieur au conventionnel aujourd'hui. Évidemment, les prix vont baisser au fur et à mesure que les technologies vont se développer. Et je disais tout à l'heure que dans l'ensemble, on peut estimer, hein, vous savez, je vous parlais des 2 centimes, il faut voir que finalement ce surcoût ne représente presque rien à l'achat final du produit au consommateur. Une autre question. Juste là-dessus, je voulais juste réagir là-dessus. On parle tout de suite de surcoût pour les agriculteurs. S'il y a des efforts de fait par qui que ce soit, à un moment donné, ça doit pouvoir être aussi accompagné. En tout cas, il faut qu'il y ait une réflexion. Donc, on peut aussi imaginer, et ça fait partie des choses que moi je pousserais, s'il y a des efforts de fait par les uns et que les agriculteurs justement achètent des produits qui répondent à des objectifs, et ben il faut qu'ils soient aussi accompagnés financièrement. Donc voilà, faut bien sûr qu'aujourd'hui, c'est un surcoût direct aux agriculteurs, mais il y a besoin dans la réflexion politique qu'on fasse évoluer aussi tout ça pour pas que ça en soit un. Une autre question. Alors, une autre question, cette fois-ci concernant la loi climat. Cette loi prévoit de réduire l'usage d'azote d'ici à 2030, c'est-à-dire demain, sous peine d'appliquer une redevance. Qu'en pensez-vous, la GPM, Yara, Jérémy? Alors, c'est pas demain, c'est aujourd'hui, puisque c'est 2025. Hein. C'est-à-dire que ce que prévoit la loi climat, c'est en fonction de l'évolution de la trajectoire des émissions de protoxyde d'azote, N2O et d'ammoniac, de mettre en place une redevance
Donc la réponse, c'est travailler sur les émissions d'ammoniac et sur les émissions de protoxyde d'azote. Sur les émissions d'ammoniac, la réponse est très claire. La forme d'azote est prépondérante dans les émissions d'ammoniac. Les formes nitriques, sous forme ammonitrate, désolé, sont moins émissives que les formes uriques. Ça, c'est un premier volet. Sur le protoxyde, il faut travailler l'agronomie, les pratiques, le fractionnement, le pilotage, puisque le protoxyde d'azote est pas issu directement des engrais, mais de l'utilisation des engrais au champ. Donc c'est aujourd'hui ça. C'est tout de suite avec des formes moins émissives. Céline, avec le micro, pardon. Désolée. Je vais compléter la réponse de Nicolas. Évidemment, baisser les utilisations ou les volatilisations, surtout pour influencer la tendance et éviter l'apparition d'une taxe. Et évidemment, on n'est pas pour la taxe. On s'est battu contre dans les discussions du projet de loi. On a réussi à faire en sorte qu'en 2025, en fonction de la tendance, on rediscute de la possibilité de la taxe. Donc, évidemment, on n'y est pas favorable. Jérémy ? Rapidement, moi, je ne suis pas dans cet état d'esprit ou dans cette dynamique où, justement, on pense à la taxe avant de penser à comment on accompagne les secteurs. Donc, encore une fois, c'est le genre de sujet où c'est amené un peu sur la table de manière abrupte et dont on n'a malheureusement pas toujours facilité à contrer. Donc voilà, moi je vais plutôt essayer de pousser pour qu'on voit comment on accompagne tout le monde pour éviter qu'on les taxe et donc qu'on les embête. C'est pas du tout pour le coup la logique des éco-schemes dans la PAC, quoi, où justement on essaye plutôt d'inciter et on sort justement de cette logique un peu dogmatique où on tape sur les agriculteurs avant de savoir s'ils ont tous les moyens pour le faire. Là, on leur donne de l'argent pour qu'ils puissent faire. Eh ben, je pense que c'est la même dynamique qu'on doit trouver. Dans aucun pays européen où la taxe où une redevance azote a été mise en place, on a vu de baisse de consommation d'azote. 16h59, on arrive au terme de cette émission. Moi, je retiens peut-être 3 idées. Tout d'abord, que la cherté de l'azote nous oblige quelque part à porter un regard un peu différent, reconsidérer le regard qu'on peut avoir sur l'engrais azoté notamment, mais pas seulement. Ce n'est certainement plus une commodité. Il faut améliorer, pour pas suraggraver le problème, la logistique, la chaîne logistique, peut-être les différents maillons. Il va falloir qu'ils travaillent peut-être un petit peu mieux, de façon plus fluide, de ne pas créer des goulots d'étranglement, comme l'a dit Céline. Et puis, troisième point, il y a des bonnes nouvelles parce qu'on est encore un peu au tout début du pilotage de l'azote, donc on peut progresser et on peut faire du mieux engrais, c'est-à-dire certainement en mettre beaucoup moins. On sait produire de l'engrais en France, puisque je ne savais pas qu'il y avait des usines d'engrais qui tournaient, notamment en France. Et puis, troisième point, pour le futur, mais qui est déjà le présent, mais qui devrait se généraliser à court terme, on est capable de décarboner la production d'engrais, même si effectivement, c'est pas quand même pour de suite. Voilà, je tenais à remercier nos 3 intervenants. Céline Duroc, merci. Jérémy De Serle, merci. Nicolas Broutin, merci beaucoup. Et puis je tenais à vous remercier. Vous êtes 85 à avoir suivi ce webinaire. Merci à vous et à très bientôt.